Bon, les gars, si vous traînez un minimum sur YouTube, vous avez forcément déjà vu ça. Des edits et des compilations plus ou moins stylisées de Patrick Bateman, le personnage central d'American Psycho, en mode Sigma Alpha Turbo Mal Dominant. C'est devenu un tel phénomène et ça a pris tellement d'ampleur cette histoire que maintenant, trouver une compilation Mal Alpha qui n'implique ni Bateman ni Tommy Shelby des Peaky Blinders, c'est littéralement devenu mission impossible. Pourtant, quand on prend 2 secondes pour y réfléchir, le fait que Patrick Bateman passe aujourd'hui pour un canon de virilité et un exemple attrayant auprès des jeunes générations, c'est une remarquable absurdité. Pour rappel, American Psycho, le film, est adapté d'American Psycho, le livre, un roman de l'auteur américain Bret Easton Ellis, paru en 1991. Dans ce texte, on suit les aventures d'un jeune trader new-yorkais, Patrick Bateman donc, qui mène une vie tragiquement creuse, faite de restaurants, de discussions ineptes et d'entre-soi pathologiques, le tout en perdant peu à peu la boule et en cédant à ses pulsions psychopathiques. Les tendances psychopathiques de ce type-là sont quand même bien avérées. Voilà un petit peu le truc. Et comme si ça ne suffisait pas, Bateman passe, dans le film, pour un raté et un minable auprès de ses collègues et de ses proches, de sorte que, vraiment, on ne se dirait pas au premier abord « Tiens, voilà un exemple de mal alpha à suivre ». Et pourtant, les jeunes hommes en redemandent. Enfin, ils en redemandent. Je suis bien conscient qu'il y a une part de dérision chez beaucoup d'entre eux, mais disons que certains jeunes hommes, au moins, voient en Patrick Bateman, les années passant, une figure plutôt positive. Et ça, comme paradoxe, vous avouerez que c'est quand même velu. Alors, vous savez quoi ? Je vous propose qu'on s'interroge dessus, ensemble, aujourd'hui. Alors retirez votre soin du visage, enfilez votre costume Valentino et préparez votre meilleure réservation au Dorsia. Aujourd'hui, on voit comment ce roman, devenu ce film, a pu retourner la cervelle de toute une génération de jeunes hommes en perte de repères. On va analyser comment c'est arrivé, ce que ça veut dire, ce qu'il faut en attendre et comment y remédier. Bref, vous saurez tout. Alors installez-vous confortablement, abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas finir comme Paul Allen et on est parti. Squalala, nous sommes partis. Mais avant de nous lancer, puisqu'on va causer aujourd'hui de psychopathes et de menaces très sérieuses, je vous propose de vous mettre à l'abri grâce à notre sponsor du jour, NordVPN. NordVPN, si vous étiez trop occupé à regarder des edits de Christian Bale pour le savoir, c'est un service qui vous propose de masquer votre adresse IP lorsque vous naviguez en ligne, histoire de protéger votre anonymat et de débloquer pas mal d'avantages vraiment sympas. Par exemple, en activant un VPN, vous avez accès à toutes les plateformes de streaming sans restriction française sur le contenu, ce qui vous permet de mater toutes les nouveautés sans attendre des mois comme le commun des mortels. Et mieux encore, quand vous faites vos courses en ligne, NordVPN vous permet de sécuriser vos achats en vous alertant sur les sites qui pourraient s'avérer être de fausses boutiques en ligne. C'est donc un excellent moyen de ne pas donner vos informations bancaires à n'importe qui, et ça, c'est plutôt une bonne idée. NordVPN, c'est un excellent compagnon de route quand vous naviguez sur internet pour vous protéger de l'hameçonnage ou du phishing comme on dit en anglais, pour vous protéger contre les logiciels malveillants ou même, et ça c'est vraiment bluffant, pour surveiller et prévenir toute fuite de vos données sur le dark web en temps réel grâce à leur programme Surveillance Dark Web. Alors n'hésitez plus, pour protéger votre vie privée et bénéficier de tous les services de NordVPN, passez par le petit lien que je vous mets en description et bénéficiez de 4 mois offerts sur les abonnements de 2 ans. Allez, foncez voir ça et merci à NordVPN pour leur soutien sur cet épisode. Place au générique. Comme je vous le disais en intro, American Psycho est le 3e roman de l'écrivain amerloc Bret Easton Ellis, paru au début des années 90. À l'époque de sa rédaction, Bretous est un jeune auteur déjà riche et célébré pour ses premiers romans, qui souffre d'une sorte de vide intérieur. Il ne se sent pas en adéquation avec les milieux riches, fêtards et décadents qu'il côtoie, et il cherche à exprimer cela dans son prochain texte. Et justement, il a une grande idée pour placer le cadre de ce prochain récit, en faire une satire des milieux de la finance new-yorkaise avec ces traders qui gagnent tellement d'argent qu'ils ne comprennent même plus d'où ça tombe. Bretous, il est fasciné par ce qu'on appelle les yuppies, de jeunes cadres ambitieux et frimeurs, bling-bling et biberonnés à l'argent triomphant des années Reagan. Alors il va se mettre à en fréquenter pas mal pour préparer son prochain texte. Mais en les fréquentant, notre amigo, il va vite se rendre compte que ces gens sont aussi intéressants qu'un roman de Marguerite Duras. C'est nul. Aussi pertinents dans leurs propos qu'Emmanuel Macron dans N'importe quoi. J'ai pas d'amis. Et aussi matérialiste qu'une bimbo slave en pleine tournée des boutiques de luxe avec la CB de son amant. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Concrètement, ces gogols ne s'intéressent à aucun livre, parlent uniquement des objets qu'ils achètent et désirent, sont fermés d'esprit et intolérants, et même en amour, ils voient les femmes comme des biens de consommation plutôt que comme des personnes avec qui construire une famille. Et ça, un soir, ça va donner à Bret Easton Ellis une idée assez sympa. Son héros sera un trader, certes, mais un trader
psychopathe, un gars qui massacre et dépèce d'innocentes victimes pour satisfaire une quête narcissique et puérile. En gros, ce sera comme si le trop-plein de propreté et de paraître qui rythme sa vie allait devoir trouver un exutoire dans ses crimes sordides et soudains. Et aussitôt dit, aussitôt fait. American Psycho, c'est l'histoire de Patrick Bateman, le frère de Sean Bateman, le protagoniste des Lois de l'attraction, le deuxième roman de Bretou. Et comme annoncé, Patoche, c'est un homme qui a l'air parfait au premier abord. Il est grand, beau, propre, riche, intelligent, musclé, séducteur, prometteur, souriant, pudique. Bon, bref, c'est un gars qui semble idéal, et pourtant, il n'existe pas vraiment. En fait, il présente au monde une image, une certaine idée de lui-même, mais c'est une coquille vide, un masque, une apparence pour faire croire aux gens que Patrick Bateman existe, tandis qu'en réalité, notre ombré est un sacré ravagé du bulbe. C'est simple, dès qu'un collègue obtient une réservation dans un meilleur restaurant que lui, dès qu'un rival a une plus belle carte de visite que lui, dès même qu'une pauvre femme a le malheur de croiser son chemin, Bateman passe en mode meurtre et bousille sa victime avec la dernière cruauté. Mais est-ce vraiment le cas? Car à mesure que l'intrigue se déroule, on commence à noter une série d'incohérences. Personne ne semble remarquer la disparition des victimes de Bateman, certains éléments s'avèrent incohérents, et le roman atteint son apogée dans une scène complètement hallucinée, durant laquelle Bateman rentre dans une folie meurtrière, dézingue une quantité astronomique de gens, joue sa vie comme une game GTA à 5 étoiles, et puis rien, pas de conséquences, pas de flics, pas de procès, tout se passe comme si Bateman avait rêvé ses crimes, et comme s'il n'avait, en vérité, rien fait d'autre qu'imaginer toutes ces abominations. Alors, est-il coupable? Est-il innocent? Est-il coupable pour certains actes et innocent pour d'autres? C'est une série de questions qui a taraudé tous les lecteurs de ce roman, et que Bretou lui-même n'a jamais vraiment tranché, même après avoir fait mourir Bateman dans un autre de ses romans, Lunar Park, paru en 2003. Tout cela est donc volontairement nébuleux, mais ce qui est sûr en revanche, c'est qu'American Psycho, à peine écrit, c'est un roman qui a provoqué un véritable tollé. Et là, on peut au moins distinguer deux raisons à cela. La première, elle est d'ordre stylistique. Bret Easton Ellis Copter, en grattant ce bon petit pavé des familles, il a pris le pari d'en faire volontairement un texte illisible par endroits. En gros, son roman est rempli de discussions ineptes à rallonge, de name-dropping de marques diverses, de chapitres entiers où Bateman te parle ad nauseam de la musique de Whitney Houston, ou encore de considérations absurdes sur tel ou tel single en vogue à son époque. C'est pas possible, à un moment j'ai tout coupé, je l'ai bloqué partout. Y a pas de communication possible avec un taré pareil. Le pari de l'auteur, ici, c'est clairement de te faire ressentir, en tant que lecteur, un réel inconfort qui te donne l'impression que tu luttes avec le livre pour avancer dedans. Alors qu'on se comprenne bien, American Psycho n'est pas un livre mal écrit, c'est un livre expérimental. Et je ne dis pas ça pour euphémiser les choses, hein. C'est vraiment un roman intéressant, une vraie petite expérience en son genre, mais clairement, il essaye des trucs, se permet beaucoup de choses, et sur la masse, vous pouvez être sûr que certaines ne vont pas vous plaire. Mais ça, c'est pas la vraie raison du tollé autour de ce livre. La vraie raison, surtout dans une Amérique toujours puritaine, c'est la violence extrême de certains passages du bouquin. Dites-vous quand même que Ellis Island lui-même, en finissant ce bouquin, il a éprouvé une sorte de dépression momentanée à cause des horreurs qu'il avait écrites. Ce type n'est pas un athlète, vous allez le comprendre, ce type n'est pas un athlète. Et en plus, quand tu sais que presque tout le livre est écrit à la première personne, ça renforce vraiment la gravité du propos. Avec American Psycho, on est face à un jeune homme au max de son pouvoir et de sa force physique, qui assassine d'innocentes jeunes femmes et qui prend son pied dans l'opération. Alors évidemment, on peut le comprendre, les féministes américaines étaient moyennement emballées. J'apprécie à moitié franchement ce qui vient de se passer là. À cause de ça, Bretou, il a perdu son premier éditeur, il s'est accroché et il a finalement réussi à faire publier son paplard en usant de tout son entre-gens. Et là, surprise, lui qui s'attendait à vendre max 5000 exemplaires de son bouquin expérimental, il voit les ventes décoller à plusieurs dizaines de milliers de copies dès la parution. Vous savez ce qu'on dit, hein, bad buzz is a buzz. Bretou a joué et il a gagné. Alors rapidement, on parle d'adapter le roman si sulfureux en film, et sublime paradoxe, c'est une femme qui est sélectionnée pour l'opération, Mary Harron. Et Mary, vous vous en doutez, elle tique un peu devant la violence du matériau originel à l'endroit des femmes. Mais comme c'est une maline, elle décide de transformer subtilement le roman pour aboutir à un film plus nuancé qui prend plus de distance avec son sujet. Après tout, puisque le cinéma est incapable de rentrer sa caméra dans la tête des personnages, autant en profiter pour prendre un peu de recul, non? Alors Mary, elle travaille dur, elle peaufine son script, et puis elle va trouver Christian Bale pour lui proposer le rôle. Bale, il lit le script, il prend le temps de réfléchir, et puis finalement, il va refuser ce job. Pourquoi? Parce qu'il trouve que le film, dit-il, est beaucoup trop drôle. Quoi? Oui, drôle. Il explique à Mary qu'il s'est tapé des bonnes petites barres en lisant ses histoires de traders frimeurs et de coups de hache dans la nuque, et que, du coup, il a l'air de comprendre qu'il est passé à côté du rôle, qu'il ne peut pas être Bateman, et qu'il doit refuser l'offre qu'on lui fait. Mais là, coup de tonnerre, Mary lui explique qu'elle est, en fait, complètement d'accord avec lui. Oui, elle lui dit qu'il a tout compris, que le film prend
aussi du recul comique et que c'est parfait. Si Christian Bale a déjà compris ça rien qu'en lisant le script, il convient pour le rôle. Et là, vous vous en doutez, Bale il est un peu décontenancé. Alors il repense à tout ça et il se dit que finalement le projet lui plaît bien, alors il l'accepte. Les gens vont dire il est devenu cinglé. C'est pas faux. Bon, alors je passe sur toutes les galères qui ont accompagné la jeunesse du film American Psycho. Dites-vous quand même que pendant un moment, c'était DiCaprio qui devait avoir le rôle, au point où Marie a perdu puis retrouvé son poste de réalisatrice en cours de route. Pour me concentrer sur le résultat final, le film paru en 2000, le fameux long métrage dont sont tirés tous les edits dont je vous parlais en introduction. Alors première chose à dire, ce film est une remarquable réussite. Il est beau, intelligemment narré, captivant de A à Z, il regorge de petites trouvailles originales et d'éléments à analyser dans tous les sens, comme les miroirs omniprésent qui semble renvoyer au dédoublement de personnalité de Patrick Bateman. Bref, c'est de la balle. Alors oui, le film diminue drastiquement la quantité de name dropping, il remplace les chapitres sur la musique pop par quelques petites tirades de Bateman, et il saute plusieurs scènes du roman, mais c'est bien ce qu'il fallait pour faire rentrer tout le livre dans un film digeste et plaisant. Et puis surtout, le film présente deux grandes différences par rapport au livre. La première, c'est le traitement des femmes. Par des jeux subtils de caméra qui s'attardent sur les protagonistes féminins, des dézooms qui montrent le côté glauque et désincarné de certaines scènes avec Bateman, ou encore la tendance de la caméra à se concentrer sur les personnages féminins chaque fois que c'est possible, le film se présente comme une sorte de version féministisée, si j'ose dire, du roman originel. Et ça, qu'American Psycho, le film, soit une œuvre revendiquée comme féministe, qui ait ensuite été récupérée par les masculinistes, c'est quand même un savoureux paradoxe, on va en reparler un peu plus loin. Mais avant ça, deuxième grosse différence avec le livre, le film est vraiment drôle. Je veux dire, jamais frontalement bien sûr, c'est pas un one-man show ou quoi, mais Bale, il joue en permanence et volontairement à la limite du cabotinage. Et ça, c'est à la fois super pertinent dans la diégèse de l'œuvre, parce que Bateman est un homme en décalage et en rupture tacite avec son environnement, donc le faire jouer comme s'il en avait rien à faire de rien, ça ajoute vraiment quelque chose, mais c'est aussi super bon pour le rendre vaguement attachant, malgré toutes les saletés qu'il commet tout au long du film. Et c'est précisément ça, ce rapport à l'humour, qui fait que le film, malgré tous les délires qu'il met en scène, il passe crème. Et ça, c'est à double tranchant quand on sait comment les mêmes internet ont récupéré le personnage. Alors, d'où est-ce que ça vient ? Je vous explique, du phénomène des mâles sigma. Pour ceux qui ont la chance de vivre loin de toutes ces débilités, le délire internet des mâles sigma est une évolution du délire des mâles alpha. En gros, pour simplifier, le mâle alpha c'est le chef viril, fort, beau, intelligent, qui reçoit l'estime de tout le monde et commande le groupe, tandis que le mâle sigma, en opposition, c'est le gars qui a toutes les qualités physiques et mentales possibles, mais qui se fiche du commandement et d'être le chef. Lui, c'est un peu le rebelle silencieux. Il fait sa petite vie pour lui-même et il ne cherche pas l'approbation du groupe. Et même plus que ça, lui, il lui crache dessus au groupe. Il est au-dessus de tout ce qu'on pourrait dire de lui. Alors bien sûr, vous devinez que le mâle sigma est une excellente excuse pour que des gringalets en échec scolaire, incapables de parler à une fille ou de se faire des amis, puissent redorer leur ego en se disant qu'en vérité, ils sont de gros chats secrets et incompris. Et ça explique malheureusement le succès de cette nouvelle mouvance sur Internet depuis quelques années. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Et comme faire des edits et déféquer à la chaîne des TikTok sur fond de Gangsta Paradise, c'est apparemment plus facile pour certains que d'aborder une fille pour aller boire une bière un vendredi soir, Internet a rapidement été envahi de productions interchangeables qui flattent les petites personnalités meurtries des jeunes hommes contemporains. Et oui, je sais que beaucoup d'entre eux ont un peu de recul par rapport à ça et ne croient pas bêtement 100% du délire Sigma, mais quand même, au fond d'eux, même un peu, même pour rire, même pour délirer entre potes, ils consomment ces contenus, ils s'imprègnent lentement de cette culture, et ça, c'est regrettable. C'est regrettable parce que pour exister sur Internet, la Sigma culture a dû se trouver des porte-étendards dans la pop culture. Alors ils ont commencé par s'intéresser à Tommy Shelby, qui est pourtant un chef de gang, c'est-à-dire un authentique alpha, mais bon, passons. Mais c'est finalement ce bon vieux Patrick Bateman qui a raflé la mise avec son interprétation dans American Psycho. Alors, laissez-moi résumer la situation. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire ? Il y en a. Un psychopathe narcissique qui rêve de tuer tout ce qui bouge, souffre d'un ego archi-fragile et vit dans un monde ultra-consumériste, devient peu à peu, par le truchement des pires cloaques d'Internet, un symbole pour les hommes qui se fichent d'être incompris, se fantasment un ego bien trop fort pour être brisé, et se disent que c'est pas grave si les femmes ne veulent pas d'eux, parce qu'au fond, c'est eux qui n'en ont rien à faire d'elles. Tu mens, Wallah tu mens frère. Eh ben, quelle jolie inversion. Et quand tu ajoutes là-dessus que Bateman, dans le film, il couche avec bien plus de femmes en 1h40 que tous ces boutonneux en une décennie, ça fait quand même très mal. Et finalement, on comprend que c'est la petite dérision, le cabotinage de l'acteur dans le film qui a provoqué un sentiment de sympathie et amené à détourner complètement l'image qu'on se fait aujourd'hui de Bateman, loin de ce qu'il symbolisait originellement. Par un remarquable paradoxe, le comique qui servait à souligner la bizarrerie profonde et malsaine de Bateman est devenu un moyen de le rendre populaire auprès d'une génération en manque de repères virils, le tout auprès d'un public qui rejette les valeurs féministes de la réalisatrice. Non, franchement, comme contresens, c'est vraiment pas mal là. Chapeau bas.
Remarquable coup. Que Bateman soit devenu un symbole, c'est vraiment absurde quand on mesure combien la littérature regorge d'exemples réels d'hommes virils et incompris qui persistent à accomplir leurs devoirs envers et contre tout et puent le style pour cela. Songez par exemple à Jean Valjean dans Les Misérables, qui adopte et élève Cosette tout en fuyant l'infect policier Javert. Songez aussi au père Goriot dans Balzac, qui donnera tout à ses filles, jusqu'à mourir dans le dénuement quand elles seront, elles, baronnes et comtesses. Et puis songez même à Morel, le giga-tchad qui lutte pour sauver les éléphants au mépris de toute légalité dans Les Racines du ciel de Romain Gary. Franchement, faites des montages Sigma si vous voulez avec tous ces mecs, avec Cyrano ou avec le colonel Chabert, mais laissez Bateman de côté. C'est un homme détestable, le film et le livre sont entièrement pensés comme ça. Pourtant, ce n'est pas une raison pour ne pas s'y intéresser. Parce que oui, Patrick Bateman est une crotte humaine, mais le film American Psycho est une vraie pépite et je vous encourage sincèrement à le voir. Et une fois que vous l'aurez vu, je vous recommande vivement de lire American Psycho, le livre, histoire de dissiper tout malentendu et de comprendre vraiment à partir de quelle argile volontairement fangeux Bret Stetson Ellis a sculpté son personnage. Allez, comme d'habitude, je vous mets le petit lien qui va bien en description pour acquérir de bons livres sans débourser un centime de plus, mais en soutenant cette chaîne. Alors, je compte sur vous, passez faire un tour. Et pendant qu'on parle de faire un tour, je vous invite également à vous radiner, toujours en description, sur le site de La Giberne pour y prendre quelques bonnes petites pépites. Si vous êtes en quête de modèle, la relation entre maître et disciple narrée dans Rolf de Victor Di Donatellis ne devrait pas vous déplaire. Tandis que si vous aimez les magouilles financières, les bibliophiles ou les contrefaits, le petit dernier qu'on vient de sortir, ils sont là pour vous, tout prêts à vous régaler. Je rappelle qu'on fait aussi des versions numériques pas chères, qu'on livre dans le monde entier, que la livraison vers la France métropolitaine sont gratuites dès 3 livres achetés et que tout est dispo sur le Pass Culture pour les plus jeunes. Alors franchement, au boulot, venez vous cultiver au lieu de végéter dans le flot des réels Sigma sur YouTube et on se retrouve en conclusion. Un jour, un aptère pinailleur de bas étage m'avait fait remarquer que la prononciation correcte d'American Psycho serait American Psycho, car on ne prononce pas le P dans ces circonstances en anglais. Alors bon, vous avez vu que j'en ai tenu aucun compte dans cet épisode, because we are in France, we speak French. Mais ça me fait quand même marrer de voir que ce roman est tellement mal compris aujourd'hui que même son titre est mal prononcé. Savoureux, n'est-il pas ? Alors pour éviter d'être un pauvre ahuri prisonnier de son temps, libérez-vous par la littérature, venez prendre un bon livre à la Giberne et grandissez-vous l'âme, ça vous fera du bien. Je remercie encore NordVPN pour leur soutien sur cet épisode, le lien vers leur offre est en description et en commentaire épinglé, allez voir ce qu'ils font, c'est vraiment de bonne facture. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, et d'ici là portez-vous bien. Allez, rompez les gars!